Mon nom est Amélie Deschênes. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire présenté par le RTCBQ. Le RTCBQ, c'est le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, une organisation provinciale qui unit les forces de ses 17 membres à travers la province pour le développement d'un secteur bioalimentaire prospère et durable. Petite parenthèse, le RTCBQ déploie actuellement un accompagnement gratuit et complémentaire au TCBQ pour valoriser et commercialiser des produits santé. Si ça vous intéresse, écrivez à ma collègue Mireille Najm pour tous les détails. Le webinaire d'aujourd'hui vise à outiller les acteurs du monde entrepreneurial bioalimentaire dans leur accès au marché du détail québécois. Des petits rappels techniques avant de débuter avec nos invités. D'abord, notez que le webinaire est enregistré pour en faire bénéficier un maximum de personnes et sera disponible sur notre site internet rtcbq.com dans la section webinaire de l'onglet commercialisation pour une écoute en rediffusion. Pour vos questions, on vous demande d'utiliser la question Q&R. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter nos invités, Samuel Bouchard-Villeneuve, Jean Falardeau et Lounès Laoudi qui abordent le sujet d'aujourd'hui, faire sa place sur les tablettes, réussir son entrée en épicerie. Samuel, à toi la parole. Bonjour tout le monde, Samuel Bouchard-Villeneuve, directeur aux affaires publiques à l'Association des détaillants en alimentation du Québec. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je suis un peu plus un néophyte que mes collègues participants aujourd'hui en matière de circuits courts, de marchandisage de produits, mais c'est un sujet qui me passionne beaucoup. On participe avec différents partenaires, dont le RTCBQ, à l'ADA, à différentes tables, à différentes initiatives pour mettre de l'avant nos beaux produits locaux du Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ADA, en fait, on est une association qui représente les détaillants propriétaires, que ce soit des supermarchés, des boucheries, des fromageries, des dépanneurs, bref, des commerces de proximité qui ont pignon sur rue, qui sont disponibles dans toutes les régions du Québec. On a 1000 membres. On en a un parmi nous aujourd'hui qui est Jean Falardeau. Quand on nous a interpellés pour faire le webinaire aujourd'hui, je me suis dit, qui d'autre que Jean Falardeau pour nous présenter la mise en marché de circuits courts? On a aussi Lounès qui va nous présenter sa belle aventure avec ses produits qui sont délicieux. Puis ce qui est pertinent aujourd'hui de se dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne façon de parvenir à nos fins. Par contre, d'entrer backdoor dans un magasin, c'est souvent la façon de commencer. C'est souvent sa façon d'avoir un marchandisage qui soit ciblé selon la clientèle du secteur, selon notre produit de niche. C'est la façon aussi de rencontrer des détaillants propriétaires souvent qui ont à cœur les produits locaux. Il faut comprendre que les membres de l'ADA sont souvent affiliés à une bannière, mais dans les ententes qu'elles ont avec leur bannière, elles ont la possibilité d'inclure vos produits, d'inclure des produits émergents de la région. C'est souvent, en fait, ce qui les différencie. Donc, quand j'ai pensé à Jean, je me suis dit, c'est un maître en marchandisage de produits et travailler pour une bannière. C'est un consultant aussi pour Mycelium, qui est un incubateur en agroalimentaire. C'est comme ça qu'il a rencontré Lounès. Je me suis dit que c'était la meilleure personne aujourd'hui pour vous présenter la façon de faire, les mauvaises façons de faire aussi. Puis ce qu'il faut comprendre, bien, il n'y a pas un détaillant qui est différent, qui est pareil qu'un autre. Par contre, il y a quand même un tronc commun. C'est des personnes qui sont occupées, mais c'est des personnes qui sont disponibles. Puis sans les partenariats qu'ils développent avec des producteurs, avec des transformateurs locaux, ils ne sont pas en mesure non plus d'innover, ils ne sont pas en mesure d'avoir une signature qui est propre à eux. Donc, nous, comment on voit ça à l'ADA, c'est vraiment un échange qui doit se faire en partenariat. Donc, aujourd'hui, on va essayer de répondre à certaines de vos questions. On va essayer aussi de voir comment on peut se démarquer, mais surtout aussi, dépendamment de l'étape où est-ce qu'on est rendu. Des fois, on est une nouvelle start-up, on cherche à rentrer dans le domaine, on connaît plus ou moins ça. Des fois, c'est l'inverse. Ça fait 20-30 ans qu'on est dans le domaine, mais on est moins habitué avec certains éléments pour mettre de l'avant nos produits, pour savoir comment faire de la place sur nos tablettes. Aujourd'hui, je pense qu'on va être en mesure d'y répondre. Avant de passer la balle à notre ami Jean, j'aimerais vous parler aussi d'un concours parce qu'aujourd'hui, c'est un hasard. En fait, on participe à ce beau webinaire-ci, mais c'est aussi le lancement de la 10e édition du concours Les aliments du Québec dans mon panier. Pour ceux qui ne connaissent pas le concours, en fait, l'objectif du concours, c'est de faire des duos entre producteurs, transformateurs, puis détaillants pour faire une marchandisation de vos produits locaux. Comment ça fonctionne? Si un transformateur est intéressé, si un producteur est intéressé, il peut nous contacter. On peut me contacter personnellement à la DA aussi. Sinon, il y a un code QR que vous pouvez prendre. Puis il y a aussi Rosalie qui va envoyer l'information par la suite après le webinaire. Puis,
Ça va se dérouler du 4 au 24 août. Le point culminant du concours, c'est à notre congrès qui est à la fin du mois de novembre. C'est vraiment une belle soirée. C'est la soirée du vendredi. C'est là où on a nos finalistes. C'est là où on peut avoir différents gagnants par catégorie. On a des catégories grandes surfaces, on a des catégories produits locaux. Bref, il y en a pour tous les goûts. Puis s'il y en a qui sont intéressés à participer, ça va nous faire plaisir de faire du maillage avec vos détaillants locaux si vous ne les connaissez pas déjà. Donc, Monsieur Jean Palardeau pourrait poursuivre pour sa présentation. Merci Samuel, merci de me présenter de façon si éloquente. Merci Rosalie de l'invitation. Avant de me présenter, je vais prendre 30 secondes. Ce que Samuel vient de vous présenter, le concours avec Aliments du Québec pour mettre en valeur les produits du Québec avec des détaillants. C'est une excellente opportunité pour les transformateurs, producteurs de mettre en évidence leurs produits dans leur localité ou à la grandeur de la province. Donc, c'est une belle fenêtre. Je ne vais pas me faire le porte-parole de l'ADA, loin de là, mais je vous dis comme détaillant, quand un producteur m'approche pour mettre en valeur ses produits comme ça, il y a beaucoup de visibilité qui est possible. Donc, si vous avez la chance de jumper in, allez-y, c'est excellent comme canal de visibilité. Bon, écoutez, je suis consultant pour Mycelium, Samuel le dit. Donc, Mycelium est un incubateur alimentaire qui permet à des entreprises en démarrage de commercialiser leurs produits parce qu'ils ont développé des produits innovants, santé et à valeur ajoutée. Et actuellement, il y a une demande très, très forte. Je suis aussi directeur du IGA des Chênes actuellement à Québec sur le chemin Sainte-Foy. J'ai bourlingué auprès de plusieurs supermarchés dans différentes bannières dans les 30 dernières années. Donc, est-ce que j'ai beaucoup d'expérience et de connaissances? Oui. Est-ce que je connais tout? Non. Mais ce que je sais ce matin, je vais pouvoir vous le partager pour vous aider, vous, transformateurs, producteurs, à intégrer ou à vous rendre disponible sur les tablettes des supermarchés. Donc, évidemment, Lunas, qui va être aussi participant à cet webinaire, est un des incubés que j'ai accompagné dans la commercialisation de ces produits. Chacun de ces incubés-là ont des produits extraordinaires et souvent, l'enjeu qu'ils ont, c'est pas ce qu'on en parle ce matin, c'est un point important, comment se retrouver sur les tablettes des supermarchés. Donc, j'ose espérer que ce matin, je vais pouvoir vous en dire davantage, vous aider dans votre processus et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner. Gênez-vous pas, posez les questions nécessaires. Je vais peut-être passer la parole aussi à Lunas qui nous parle un petit Oui, peu de son entreprise. Donc, Lunas, à toi le micro. merci beaucoup. Merci encore à Samuel et à l'équipe, évidemment, de m'avoir invité aujourd'hui. Moi, j'appelle ça, c'est un témoignage dans les tranchées, parce que moi, je suis encore dans le processus, évidemment, pour tout ça. Mon entreprise, c'est Les Beurrés. Je suis en partenariat avec ma femme, Stéphanie Bélanger, et on fait des beurres aromatisés. Donc, c'est des beurres gastronomiques, autant à utiliser dans la restauration pour remplacer les petits cups de beurre plate, et autant à la maison quand on se fait un barbecue ou un bon plat. C'est un produit innovant qui n'existait pas encore sur le marché. C'était comme ça qu'on a décidé de rentrer là-dedans. C'est qu'on savait qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition. Puis on s'est dit, on va se créer un edge. Et ça fait un an qu'on est en affaires en ce moment. On a fait notre R&D depuis un an. Puis notre lancement se fait dans les prochains jours dans les métros. Donc, on va pouvoir vous donner un petit cue sur ce qui s'est passé dans la dernière année, toutes nos traumas, nos expériences et notre aventure dans l'agroalimentaire. Ça fait 10 ans que je suis en affaires. J'ai une clinique médicale et un laboratoire médical. Donc, j'ai un background d'entrepreneuriat déjà. Mais l'agroalimentaire, ça fait vraiment un an que je baigne là-dedans. Puis sans mycélium, sans l'accompagnement des experts comme Monsieur Falardeau, ben, jamais qu'on serait rendu aussi loin, en fait, dans tout ça. C'est vraiment important de bien s'entourer puis de rester très ouvert à l'apprentissage parce que c'est un domaine très intéressant, très riche comment dire, en opportunités, mais faut vraiment comprendre la game pour bien se lancer comme il faut. Donc, ça résume un peu ma situation. Excusez-moi, merci Lounès. Je vais avoir le plaisir d'animer l'échange avec nos panélistes. On a une section Q&A comme il a été mentionné en début de webinaire. N'hésitez pas à inscrire vos questions. Je vais essayer de faire des pauses selon les différentes sections du webinaire pour pouvoir rebondir sur vos questionnements. Sinon, à la fin, on prendra un moment pour y répondre aussi. Donc, on va commencer avec le premier volet qui est comment et quand approcher un détaillant tout en se démarquant. C'est souvent la question qu'on entend. Je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a beaucoup d'idées préconçues par rapport à ça. Pourquoi? Mais en fait, comme je disais tantôt, on a 8000 détaillants au Québec, c'est 8000 entrepreneurs différents. C'est 8000 directeurs de magasins différents. C'est 8000 façons de fonctionner aussi qui peuvent être propres à eux. Donc, pour amorcer nos échanges, j'aimerais ça savoir, Jean,
de ton expérience, autant que comme directeur de magasin, avec une bannière, puis comme ancien propriétaire de magasin aussi, c'est quoi l'approche à privilégier pour approcher un magasin? Qu'est-ce qu'on doit avoir en main quand on va rencontrer un directeur, une directrice ou un propriétaire de magasin avec notre bébé, notre produit? C'est quoi la meilleure façon de faire? En fait, Samuel, il y a la chose la plus importante, il faut que le transformateur, le producteur arrive qu'un produit, comme je disais tantôt, je ne vais pas reprendre la description des produits de Mycelia, mais un produit qui est innovant ou qui est santé ou qui a une valeur ajoutée. Parce qu'actuellement, le marché est noyé de produits. Dans un supermarché conventionnel, on peut trouver jusqu'à 25 000 produits différents, SKU différents. Donc, vous comprendrez que la compétition, la concurrence, elle est très, très forte. Il y a des compagnies de rayonnement national qui sont très présentes, qui passent par les bureaux chefs pour ajouter des produits sur les tablettes. Les décideurs dans les bannières utilisent du big data pour retirer des produits, ajouter des produits, mais c'est souvent des produits qui sont, on peut dire, listés sur une base provinciale ou nationale. Donc, vous, comme transformateur, producteur, si vous voulez convaincre un propriétaire d'un supermarché d'avoir vos produits sur une tablette, ben, c'est une guerre de tranchées parce que l'espace est très limité en supermarché. Fait que si vous avez un produit qui est innovant, santé ou à valeur ajoutée, bien ça, c'est la clé. Parce qu'il faut réussir à vous démarquer. Pourquoi un détaillant garderait votre produit? Pourquoi un détaillant dirait à Loulis, ben écoute, tes beurres aromatisés, là, ça me fait triper, je vais les avoir dans mon comptoir. Fait que la différence, puis je le dis ouvertement, c'est vraiment spécial d'avoir développé ce produit-là. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de concurrence par rapport à ça. Donc c'est l'argument massu. Après ça, ce qui peut influencer, c'est le coûtant qui va déterminer le vendeur en magasin. Je m'explique. Quand le coûtant du produit est trop dispendieux, avec la marge de profit que le détaillant va se prendre, si le price point est trop élevé, ben, le client va être réticent à l'acheter parce que c'est un nouveau produit, puis il va avoir peur de dépenser un prix très élevé. Donc, il faut que le coûtant soit abordable pour que le détaillant puisse avoir un prix de vente intéressant pour ses consommateurs. Ça, c'est l'élément important. L'autre élément important, c'est que vous définissiez dans quel type de supermarché vous voulez être. Est-ce que vous êtes dans un magasin conventionnel qu'on appelle genre IGA Métro ou de magasins à escompte qu'on appelle Box Store chez Maxi ou Super C? Parce que ça, c'est vraiment différent. Généralement, les magasins conventionnels, qu'on appelle IGA Métro, sont plus ouverts à avoir des producteurs locaux, d'avoir des produits régionaux dans leurs magasins, parce que c'est dans l'ADN de ce type de magasin d'offrir à leur clientèle des produits locaux, des produits différents. Les propriétaires de ces supermarchés-là, généralement, ils sont très ouverts à ça, puis je vous dirais qu'actuellement, on ne se le cachera pas, il y a une fenêtre d'opportunité incroyable, plus fort que dans le temps de la COVID, pour des achats locaux. Le consommateur, puis je le vis tous les jours en magasin, le consommateur recherche des produits du Québec et ou du Canada avant des produits américains. Puis s'il va y avoir des produits de sa localité, bien, il y a une très grande ouverture d'esprit à acheter des produits très locaux. Moi, j'en ai dans le rayon d'épicerie une panoplie de produits préparés, fabriqués à Québec ou en dehors de Québec. J'ai même un transformateur, producteur agricole qui vient vendre ses produits biologiques dans mon rayon des fruits et légumes. Donc, ça fait fureur. On constate depuis 2 mois une croissance d'au moins 15 juste pour ces produits biologiques-là qui sont produits dans la région immédiate de Québec. Donc, un produit différent, valeur ajoutée, un produit santé, un positionnement différent, pas trop de concurrence, arriver avec un coûtant intéressant pour que le vendant. Et ça va favoriser aussi les ventes, puis vos ventes à vous comme producteur, transformateur, parce que si le prix est trop élevé, c'est beau avoir des produits en tablette, mais le consommateur ne se procurera pas le produit, il ne sera pas gagnant. Je dis toujours à mes incubés, l'important, c'est pas de vendre, c'est de revendre. C'est-à-dire s'assurer que le produit répond à un besoin, qui est accessible, qui est bien positionné en magasin, que vous offrez aussi la possibilité aux détaillants de faire des dégustations vous-même, pas embaucher un tiers ou une agence. Les gens, les consommateurs veulent parler au propriétaire, veulent poser des questions, puis qui est le mieux placé que le producteur lui-même pour parler de ses produits. Parce que rappelez-vous que le consommateur, tant qu'il ne l'a pas goûté, même si c'est le produit est attrayant, il y a un peu de réticence. Fait que le principe de dégustation aussi pour supporter l'introduction de vos produits est drôlement intéressant. Fait que ce sont les grandes lignes pour comment approcher un détaillant pour le convaincre d'avoir vos produits sur ses tablettes. C'est intéressant. Peut-être que Merci, là, tu Jean. peux rajouter quelque chose. Je ne sais pas si là, tu veux rajouter quelque chose. Tu l'as vécu, Oui, évidemment. Ce qui serait intéressant pour Lounès, surtout, c'est de dire un peu oui, comment il a réussi à se démarquer dans la conception de son produit, comme il m'avait mentionné oui. en pré-rencontre, en fait. Comment vous avez réussi à cibler qu'il y avait un besoin ou un besoin Hmm. potentiel, puis aussi, sans faire un infopub pour les IGA des chaînes, ils sont à Québec sur le chemin Sainte-Foy,
vos magasins qui sont un bel exemple. Puis comme on disait tantôt, chaque magasin est différent. Des fois, il faut aussi s'axer en fonction du secteur où est-ce qu'on veut mettre en marché son produit. Mais je te laisse aller, Lounès, sur ton Oui, bien sûr. expérience, puis où est-ce que vous êtes rendu? Dans le fond, ça, c'est deux questions en soi. Dans le fond, c'est sûr qu'avant de lancer un produit, il faut vraiment faire ses due diligence pour savoir est-ce que je réponds à un besoin comme M. Falardeau disait, est-ce qu'il y a vraiment une demande pour ça, est-ce qu'il y a de la concurrence? Fait que de vraiment analyser ton positionnement dans le marché, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui se fait pas, puis essayer de trouver un edge par rapport à ce qui se fait, puis à ce moment-là, l'innover. Nous, on n'a pas innové grand-chose. Quand on y pense, on a pris du beurre, on l'a aromatisé, on s'était dit, en fait, on a fait une réflexion, on n'est pas des chefs cuisiniers, ça nous prenait quelque chose qui était à notre niveau facile à faire. Puis quelque chose qui est populaire déjà dans les réseaux sociaux. Fait que quand on a fait notre travail d'enquête, on s'était rendu compte que le beurre aromatisé, plein de chefs en faisaient, mais que sur les tablettes, ça n'existait pas. Puis on avait été inspiré par les caramels FAA, on avait été inspiré par les huiles d'olive qui sont genre très aromatisées ou le fromage à la crème. Puis on s'est dit, on va reprendre le même concept et on va l'appliquer à quelque chose qui ne se fait pas. C'est vraiment ça, en fait, c'est d'arriver avec un produit que ça devient une évidence pour le marchand que, ben oui, c'est un produit qui n'existe pas, c'est une valeur achetée, c'est une occasion en or. Il faut arriver extrêmement motivé, il faut arriver avec une maîtrise des chiffres, une maîtrise de son produit, de son processus de fabrication, parce que les marchands sont pas bêtes, ils vont te challenger, ils veulent s'assurer que tu as fait tes devoirs, tes due diligence de positionnement, de rentabilité, comme Falardo disait, il faut vraiment être sûr de maîtriser comment dire, ta chaîne d'approvisionnement, de savoir c'est quoi les marges de distributeurs, c'est quoi les marges d'un représentant, d'un courtier, est-ce qu'on en a, est-ce qu'on n'en a pas. Puis une fois qu'on arrive aussi au magasin, ils vont des fois te challenger sur la mise à l'échelle. Nous, en ce moment, on est en train de discuter avec le métro qui nous a déjà fait une entente avec eux pour la distribution. Puis une des questions qui revenait souvent, c'est êtes-vous capable de fournir et de refournir quand le produit va sortir? Est-ce qu'on a un plan de mise à l'échelle en place, un plan de croissance? Ils veulent être sûrs que on maîtrise vraiment le tout là-dessus. Je ne sais pas si ça répondait un peu à la question. Je suis allé dans deux directions différentes, là, mais c'est vraiment ça les trois piliers. Positionnement, rentabilité, puis mise à l'échelle. C'est ce que je vois souvent. Puis comme je dis, d'arriver très motivé, très de bonne humeur, curieux, poser des questions, demander vraiment aux personnes, tu sais, apprendre à connaître le marchand, s'intéresser à la personne et pas seulement à son magasin, créer un petit lien, puis parler. Faut parler en fait. Faut vraiment pas hésiter d'aller dans les salons, dans les événements agroalimentaires. Puis s'il y a un incubateur proche de chez vous, là, je le répète encore, là, faut aller dans des incubateurs. C'est une game de contact, c'est une game de connaître. Puis de ne pas hésiter à arriver en mode je suis là pour apprendre. Les gens aiment ça aider, hein. Quand on voit qu'il y a de l'intérêt, il y a un retour là-dessus, là. Merci, Lounès. Puis en fait, il y a une des questions que je vais poser, on a reçu une question similaire par Adam. Question que j'aurais pour toi, Jean, qui est à plusieurs volets, c'est dans l'année, est-ce qu'il y a des moments à proscrire un détaillant? On sait que la fin de semaine dernière, c'était la fin des mères, les homards se vendent comme des petits pains chauds sans faire de mauvais jeu de mots. C'était peut-être pas le bon moment vendredi passé. Est-ce qu'il y a des bons moments? De quelle façon on fait? Est-ce qu'on s'adresse au directeur de magasin, au directeur de la catégorie du département qu'on souhaite cibler, au propriétaire directement, un courriel, bref, comment on fonctionne si on est plus néophyte en la matière? Ben, en fait, je pense qu'il faut se présenter en magasin. Et je pense que le contact humain est important parce qu'il faut qu'il y ait un fit. Je dis souvent aux gens que j'accompagne, tout le monde a un storytelling à dire. Tout le monde a une histoire. Lounès a une histoire. Donc, quand vous avez une histoire à conter, rien de mieux que de le faire en présentiel, pas un courriel, puis pas par téléphone, ça se fait pas. Je pense qu'il faut prendre le bâton de pèlerin. Ça demande du jus de bras, ça demande beaucoup d'efforts, de la résilience, je comprends. Mais je pense qu'il faut se présenter au propriétaire du magasin. Des fois, ils sont souvent occupés. Ça peut arriver que. Puis, ne peut pas prendre un rendez-vous nécessairement parce qu'ils vont peut-être filtrer. Mais vous arrivez à l'improviste avec vos produits, puis rencontrer le propriétaire pour dire j'aurais besoin de vous m'accordiez peut-être 5-10 minutes. On pourra fixer une rencontre pour présenter mon produit. Ben, puis dans la présentation du produit, moi, je pense que 25 à 30 de l'appréhension, c'est le storytelling que vous avez, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui fait que vous avez découvert ce produit-là. Êtes-vous un podiatre comme Lounès? Êtes-vous un producteur agricole ou quoi que ce soit? Il y a des périodes de l'année où c'est plus difficile. Tu sais, évidemment, vous n'arrivez pas en décembre à rencontrer un propriétaire parce que c'est la folie furieuse du temps des fêtes. Il y a des fins de semaine comme la fête des mères, Pâques. Vous allez là dans la semaine, le mardi, mercredi ou jeudi, vous vous présentez un magasin. Vous ciblez les magasins
proche de chez vous pour commencer, parce que la proximité est un élément, un critère important pour le détaillant, d'avoir un producteur ou d'avoir un transformateur proche. Donc, ça donne de la valeur à votre présentation, puis c'est local. Puis, comme je disais tantôt, il y a une demande très forte de local. Donc, vous présentez au propriétaire ou à la propriétaire du supermarché, puis vous faites valoir votre point. Soit il est disponible actuellement, soit vous fixez une rencontre. Essayez d'avoir au moins 45 minutes pour compter votre histoire, parler du produit comme tel. Qu'est-ce qu'il y a de différent, ce produit-là? C'est dans la façon de le servir, dans la façon est-ce qu'il est surgelé, est-ce qu'il est réfrigéré? Puis que vous arriviez aussi à une proposition pour dire, ben moi, monsieur le propriétaire, j'aimerais ça avoir mon produit dans le rayon de la viande ou le rayon des fruits. Il faut que vous faisiez votre travail avant de le rencontrer. Ce que vous venez de dire, c'est faire faire sa game, préparer ses outils de convaincre le propriétaire, puis dire, ben moi, je le verrai dans tel rayon pour telle raison. Vous devez avoir de la justification. Vous allez vous faire challenger, c'est sûr. Vous devez connaître votre compétition dans cette famille de produits-là. Puis, dans le dernier tiers de la présentation, ben, expliquez vos coûtants. Avez-vous un distributeur? Faites-vous la distribution vous-même? Est-ce que vous êtes prêt à faire des dégustations, comme je disais tout à l'heure? Est-ce que vous êtes prêt à avoir un prix d'introduction moins cher pour avoir un prix vendant moins cher, du promotionnel, de visiter ses réseaux sociaux, du présentiel? Je pense que vous devez vous préparer par rapport à ça. Mais après des fêtes, c'est pas une bonne période. Quand il y a des événements majeurs, comme je disais, Pâques, la fête des pères, la fête des mères, là, au mort, on ne se présente pas là. Mais sinon, ben, soyez résilient puis persévérant parce que ça se peut que vous n'aurez pas une rencontre la première fois. Peut-être que le propriétaire, puis évidemment, les propriétaires, il y en a qui sont très, très, très ouverts, puis il y en a qui sont plus ou moins ouverts parce qu'ils disent, ah, j'ai déjà assez de produits au magasin, ça ne m'intéresse pas. Soyez original dans votre présentation. Arrivez avec des produits directement ou arrivez quelque chose, je ne sais pas, un tablier, quelque chose, une boîte d'échantillons, goûtez à ça, puis on s'en reparle plus tard. Fait qu'il faut vous accrocher le propriétaire avec votre produit par rapport à ça. Et ça, c'est une des façons d'accrocher les marchands dans les supermarchés. Merci, Jean. Moi, c'est certain que si Younes arrivait avec un petit morceau de pain puis un beurre aromatisé au bon moment, ça serait la clé de mon cœur un peu. Puis, j'aimerais ça aussi qu'on puisse répondre à la question de Catherine là, qui demande, elle est à une autre étape là, dans sa mise en marché. En fait, elle a déjà été backdoor dans différents IGA et elle se demande quelles sont les meilleures façons de générer des volumes de vente constants à travers le temps en épicerie. Donc, comment on rentabilise un peu, comment on assure une pérennité dans nos relations avec nos marchands qu'on a réussi à rentrer dans le magasin? Oui, c'est ça. Catherine, moi, c'est drôle que tu étais d'une ferme maraîchère à Beauport. Là, je vois dans le QR, dans le chat. J'ai une ferme biologique qui vient au magasin 3 fois par semaine, le jeudi soir, le samedi, le dimanche, qui vend ses produits dans le magasin. C'est sûr qu'il y a des périodes où c'est plus intense. On va se dire, durant l'été, évidemment, c'est plus intense, mais eux autres, ils ont des serres, puis ils produisent à l'année longue. Donc, il faut juste ajuster que dans le cas de ces produits-là, il y a une variation dans l'année, hein, c'est sûr et certain, mais servez des produits distinctifs, des ravioles biologiques, des carottes naines biologiques, des salades mixtes, des trucs comme ça, ben c'est des choses que généralement les supermarchés n'offrent pas. Donc, c'est un positionnement. Puis la ferme Hantée, qui est chez nous depuis 4 ans, fait un travail extraordinaire. Ils se déplacent, c'est le père et la fille. Donc, ça crée un buzz. Il n'y a personne qui fait ça au Québec. Donc, les clients, j'ai réussi à attirer des clients de ma zone tertiaire, on va dire ça comme ça, qui viennent de Beauport ou d'ailleurs. Fait que c'est sûr que dans l'année, il faut vous attendre à avoir des fluctuations. Peut-être développer des produits saisonniers ou les garder en serre durant les périodes plus tranquilles. Mais c'est sûr que ça prend, encore une fois, de la patience. Ça se bâtit au fil des semaines, au fil des mois. Puis l'attractivité de ces produits-là fait en sorte que les gens sont fidèles puis viennent de procurer ces produits-là. Je leur donne la possibilité de le faire en magasin plutôt que dans des marchés publics, quoi que ce soit. Fait qu'ils adorent ça. Et les gens sont déjà en mode achat de produits alimentaires. Donc, de se procurer ces produits-là distinctifs, différents, qui sont santé, ben ça leur permet et à eux de vendre leurs produits et à moi d'avoir une clientèle qui est contente d'avoir ces produits-là, mais d'avoir un plus grand bassin de clientèle que je n'aurais pas normalement. Donc, pour moi, sa présence de ce producteur-là, la fermentée, permet d'avoir une attractivité de clients dans une zone tertiaire beaucoup plus loin que j'aurais normalement. Fait que, oui, puis tu sais, l'UNIS, c'est peut-être qu'on va dire le beurre aromatisé, il y a peut-être un mouvement par rapport à ça, mais c'est un produit qui peut servir à l'année longue, sur un saumon, sur une bavette, dans une recette, quoi que ce soit. Fait que, je pense pas que dans ton cas, à toi, ça s'applique, par exemple.
Ben, c'est encore drôle parce que si je devais répondre à la question aussi, c'est, tu sais, on vit à l'époque des réseaux sociaux, faut vraiment être très, très présent. On n'est pas encore très présent autant qu'on devrait l'être, nous, pour l'instant, parce qu'on est en train de changer de branding, puis on est en slowdown exprès parce qu'on va faire un reveal de notre nouvel emballage que vous voyez en ce moment. Puis d'abord, ça, c'est d'utiliser les outils de communication qui sont gratuits. On vit une époque où tu as Facebook, Instagram, tu as TikTok, puis générer du contenu. Au début, on a du temps, fait qu'on en profite, on filme chaque processus. Les gens sont curieux de créer un following, de créer une appartenance, comme les faire monter. Juste le nom est brillant, en fait, ça attire l'attention. Fait que les gens aiment l'histoire, aiment le storytelling, aiment voir les produits, l'utilisation, puis de hammer down sur du contenu non-stop. Ça coûte rien d'en générer soi-même. Puis une fois qu'on a des ventes, puis on a un budget, ben, de pas hésiter. Dans le médical, nous, on est très agressif là-dessus dans nos cliniques. On a des gros budgets mensuels de marketing, puis on centralise parce que nous, c'est local, évidemment. Mais même principe pour l'agroalimentaire, si tu es en lancement d'un nouveau produit ou en croissance, c'est pas le temps d'arrêter de faire du marketing. Au contraire, il faut double down pour que ton produit se fasse tout le temps connaître. On voit des pubs de Nike, on voit des pubs de Yoplait, enfin, tous les produits qui sont déjà connus continuent à faire de la pub, mais c'est pas pour rien parce qu'il faut créer toujours un momentum de vente. Fait que faire ce qui est gratuit, des médias sociaux nous-mêmes, puis dès qu'on a du budget, mettre du budget marketing, soit par soi-même ou engager une petite firme, quelqu'un d'indépendant, pas trop cher, qui pourrait le faire à sa place quand on a un peu de budget. C'est un bon investissement intelligent là, à considérer. Et pour conclure cette section-ci, souvent ce qu'on entend, c'est que c'est de solitude, en fait. Mais les détaillants ont besoin de comprendre un peu la réalité des producteurs, des transformateurs et vice-versa. Puis, mais c'est des éléments différenciateurs. Les produits que vous voulez mettre en marché, ça fait en sorte que la clientèle, qui, comme Jean le disait tantôt, recherche encore plus du local dernièrement, devient fidélisée à certains produits. Donc, par rapport à la prévisibilité, je pense que c'est peut-être un peu la meilleure façon des fois d'aborder ça. Un détaillant qui souhaiterait avoir des courges de l'île d'Orléans, mais il va vouloir le savoir quelques saisons d'avance, qu'un producteur va pouvoir l'approvisionner pour la période de l'automne au complet avec des courges pour être en mesure de dire mes courges sont 100% locales de l'île d'Orléans, pas simplement une semaine ou 2 semaines. Donc, c'est une relation d'affaires qui se crée quelques temps d'avance. Puis, on pourra y revenir aux besoins à la toute fin si vous voulez. Étant donné que le temps va nous manquer, à moins de faire 2-3 heures de webinaire, on va passer à la prochaine section qui est épicier et produits locaux. Comment ça marche? Donc, simplement, Jean, puis peut-être que Lounès aussi, tu pourrais nous en parler, comme tu es un peu à l'intersection entre les deux avec tes partenariats qui se développent. Le fameux backdoor qu'on peut faire chez nos détaillants propriétaires, chez les détaillants indépendants, comment ça fonctionne versus se faire lister chez une bannière. Puis comment on peut un peu différencier les deux. Puis à quel moment on se dit, je suis en mesure d'aller plus loin, de faire la marche subséquente qui est d'essayer de me faire lister. Puis ça se prête pas à tout le monde non plus. Donc, j'aimerais ça vous entendre, messieurs, là-dessus. Puis, comme vous le sentez, je pense qu'on peut faire une discussion ouverte. Mais de façon générale, Samuel, les producteurs, ils ont le choix. Soit qu'ils vont backdoor, magasin par magasin pour se faire autoriser et que le marchand décide d'acheter le produit et de payer directement le producteur. L'enjeu qu'il y a, c'est de convaincre le marchand puis de trouver une place en magasin pour positionner le produit, évidemment. Parce qu'il faut comprendre, dans les bannières, tous les planogrammes, les espaces alloués aux différents produits dans différentes familles de produits sont décidés par la bannière. Donc, si, exemple, je développe, je sais pas, des barres tendres au chocolat sans allergie, puis là, je convainc le propriétaire de vendre ces barres tendres-là, bien, il faut trouver une façon de l'intégrer dans la tablette. Puis ça, c'est très difficile. Fait que souvent, ce que je dis aux entrepreneurs, trouver une façon d'être hors tablette pour pouvoir avoir de la flexibilité. Je m'explique. Ça veut dire que si je vends des barres tendres, puis mon gérant d'épicerie du magasin concerné ou le propriétaire dit, écoute, je voudrais bien avoir tes barres tendres, mais j'ai pas de place parce que le planogramme est plein, puis je peux pas retirer des produits parce que la bannière contrôle ça. Bien, la façon de faire, c'est d'avoir des étalages qu'on appelle des bin display pour avoir de la flexibilité, puis avoir le produit pas en tablette, mais ailleurs. C'est ce que je fais avec les produits locaux, moi, au magasin. C'est-à-dire que j'ai des endroits que j'identifie le magasin qui sont pas seulement dans la catégorie du produit concerné, mais qui sont en évidence, sont regroupés pour les produits locaux. Fait que là, en rentrant backdoor, ce qu'on appelle backdoor, c'est-à-dire que, je me répète encore, le marchand paye le producteur directement, achète ses produits, puis ça passe comme ça, puis en magasin, il trouve un endroit pour en faire la commercialisation. Sinon, c'est listé par la bannière, et quand c'est listé par la bannière, c'est la bannière qui paye le transformateur-producteur, puis le marchand paye la bannière pour les achats qu'ils ont faits. Mais lister la bannière, ça devient compliqué. Il y a des frais
puis il y a des enjeux importants à faire. C'est-à-dire que si vous voulez lister un produit, mettons, chez IGA, on parle de 297 magasins, mais vous avez la capacité de produire assez de produits pour 297 magasins, puis en fait la distribution. La distribution peut se faire par l'entrepôt d'IGA ou par un distributeur qui fait partout au Québec. Donc, ça vous engage à avoir un distributeur pour distribuer vos produits. Si vous êtes backdoor local, bien, ça peut être un petit transporteur local ou vous-même qui faites la livraison dans 5, 6, 7 ou 8 magasins IGA. Et là, vous avez un contrôle sur la distribution. Donc, des frais assumés, oui, mais peut-être moins important que si vous voulez faire à grandeur du Québec. Puis backdoor, bien évidemment, pour le propriétaire, il faut qu'il soit convaincu parce que c'est une gestion additionnelle pour lui, c'est une réception additionnelle, c'est de la facturation additionnelle, c'est des frais d'administration, c'est l'émission d'un chèque ou un virement bancaire. Donc, il y a un peu plus de travail. Mais si vous réussissez à rentrer backdoor dans 1, 7 ou 15 magasins, vous devriez vous assurer une plus grande pérennité parce que votre relation d'affaires est plus personnalisée avec le marchand. Si vous êtes listé dans une bannière pour 300 magasins, puis après 6 mois, ça ne fonctionne pas, le gérant de catégorie de la bannière concernée va vous dire, écoute, il n'y a pas de volume, on va délister le produit. Puis c'est pas parce qu'il est listé qu'il est seulement planogrammé. Fait que ça, c'est une autre affaire qu'il faut vérifier. Il peut être listé dans la bannière, votre facture est payée par la bannière, mais il faut trouver une place dans le magasin pour la mettre. Fait que quand vous pensez à avoir des produits, puis Luna, c'est un peu différent, tu peux te laisser la parole après, c'est un Oui, bien produit sûr. réfrigéré. Fait que tu peux avoir, à moins d'avoir un frigidaire sur roulette dans le magasin pour mettre les produits. Fait que lui, il n'a pas le même enjeu. Je ne sais pas comment tu as Oui. anticipé ta relation par rapport à ça avec le métro. Tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, en fait, je vais même faire un voyage dans le temps. Comment on s'est rendu à finalement avoir une entente avec le groupe Métro, en fait. Puis c'est une bonne histoire cocasse parce qu'au final, ça revient à ce que je disais par rapport à s'exposer le plus possible. Dans notre première année d'existence, là, on a vraiment été ultra agressif à faire tous les salons qu'on pouvait aller. On avait un kiosque, on faisait goûter le produit. On était là vraiment pour faire goûter et en tester nos ventes en même temps. À chaque événement, on avait un nouvel emballage, un nouveau format, puis une nouvelle saveur. Puis on faisait du data, en fait. On voulait voir quelle saveur marchait, quel emballage était attirant, puis quel format était plus intéressant pour le client. Puis le fait que les gens goûtaient à des événements comme Marché Collabore, on a fait le festival de Blé d'Inde de Neuville, là, on faisait mettre du beurre aromatisé sur le maïs. Ça a piqué la curiosité, ça nous faisait un following, mais on a aussi établi des contacts avec des boucheries fines, des épiceries fines qui venaient goûter en fait les produits par hasard. Mais le fait qu'on s'expose donnait des occasions de rentrer backdoor, pas en allant cogner aux portes, mais parce que ces gens-là vont aussi à des salons, vont aussi à des événements, ils ont des enfants, ils vont faire des choses. Fait que le fait qu'ils nous goûtent, ils nous contactent par la suite, puis ils disent, ah, on est intéressé à venir, à peut-être avoir tes produits en nos tablettes. Puis la première porte est déjà ouverte comme ça. Puis de fil en aiguille, en s'exposant comme ça, on a été contacté par la presse pour faire un article sur nous, conjointement avec Mycelium là-dessus. Puis dès qu'on a été exposé là-dessus, que l'article est sorti, le groupe Métro carrément nous a contactés. C'est eux-mêmes qui nous ont approchés pour nous dire, hey, votre produit est innovant, on ne l'a pas vu sur notre tablette, on est intéressé à vous avoir. Puis même quand j'étais rendu à l'étape de leur faire le pitch, c'était assez cocasse. J'avais pas de pitch à faire. Ils avaient déjà fait leur devoir dans notre réseau social, tellement exploré les posts qui étaient déjà vendus pour notre solution. Fait que c'est vraiment de bâtir ça coûte rien en fait de faire ça. Donc bâtir votre présence dans les médias sociaux, prendre le temps de faire un bon site web. Peaufiner votre speech, puis contrôler vos chiffres, puis aller parler au monde, puis tranquillement, vous allez bâtir des contacts. Puis après ça, si vous allez encore plus dans les magasins, comme M. Falardeau disait, tapez aux portes, faites goûter le produit, laissez des échantillons. Nous, au début, j'allais dans les boucheries, puis j'arrivais avec mon sac d'échantillons, puis je disais, imagine mon beurre sur ton steak, ça va faire de la vente conjointe, tu fais des lots, tu mets le beurre avec ton saumon, tu le vends à ton client, moi je te le fais au prix cost, juste pour que tu fasses goûter. Fait qu'il devenait mon porte-parole en réalité pour mes produits, la boucherie fine à ce moment-là. C'était une façon qu'on créait une relation, puis ça coûte c'est zéro en termes d'investissement, à part de temps. C'est ce qu'on a comme, comment dire, comme outil qu'on utilise beaucoup au début. On n'a pas les sous, mais on a du temps. Fait qu'il faut l'utiliser dans ce genre de stratégie qu'on a fait. Fait que de s'exposer, d'aller dans les congrès, les salons. Oui, il y a des frais de salon, mais ça vaut la peine. Puis si on n'est pas capable d'aller dans un salon en tant qu'exposant, arriver comme étant une personne qui veut visiter, mais arriver avec vos cartes d'affaires. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir votre casquette, votre t-shirt, puis des cartes et dire, hey, c'est cool ton magasin, regarde, j'ai des produits ici. Même si tu n'as pas de kiosque, ben, tu peux quand même être en porte-parole autrement, d'être un peu créatif dans ça. Donc, on s'assume, Lounès. On comprend aussi que tu es un très bon vendeur, mais si on fait un petit pas de recul aussi, plan d'affaires. Après ça, Lounès, on n'est pas beaucoup. On est une petite entreprise. Vous êtes un couple, vous avez déjà d'autres entreprises. La vie de famille, ça va vite. On s'entoure des bonnes personnes. Que ce soit un Exact. incubateur, mais c'est pas tout le monde qui a la chance. Donc, on cherche à aller s'entourer des personnes qui peuvent nous permettre de se démarquer selon les aptitudes qu'on a moins, si je peux dire ça ainsi. Puis après ça, on incarne notre produit.
puis on y croit. Moi, je serais curieux de t'entendre, Younes, par rapport à votre plan d'affaires. Oui. Comment on réussit à cibler un produit? Parce que souvent, on est passionné de son produit, mais la concurrence est forte. Puis parfois, comme vous, ben, vous réussissez à trouver un produit de niche qui est prometteur. Donc, comment vous avez fait pour en arriver là? Il y a un document qui est beaucoup utilisé dans les incubateurs, puis c'est drôle, dans une de mes autres compagnies, on en a reparlé dernièrement, ça s'appelle un BMC, un Business Model Canva. Puis j'encourage tout le monde à prendre le temps de le prendre, de le remplir. Je n'irai pas dans les détails, mais ça permet vraiment d'identifier, tu sais, c'est quoi ton marché, c'est quoi ton innovation, c'est quoi comment dire, ton sourcing d'ingrédients, puis à quel endroit tu peux aller innover. De ne pas hésiter de se poser des questions plates. Pour qui je fais le produit? C'est une croyance fondamentale que depuis des années, mes parents font une recette puis je veux la ramener dans le monde, which is fine, c'est une bonne idée aussi. Mais est-ce que ça répond à un réel besoin? Est-ce qu'il y aura réellement de l'achat qui va être en conséquence? Comme je dis, dans notre cas, nous, on n'est pas arrivé avec cet aspect-là émotionnel. On est arrivé en mode, on est des entrepreneurs qui voulaient entrer dans l'agroalimentaire. On est passionné par la bouffe, mais pas par le beurre nécessairement. Mais c'était vraiment une question qu'on voulait trouver quelque chose qui a un edge réellement, qui a une valeur ajoutée, puis qui vaut la peine de mettre toute l'énergie et le temps pour le faire. Parce que si on rentre dans la game, c'est une game qui est quand même difficile, l'agroalimentaire. Il faut être nous-mêmes convaincus que ça vaut la peine de le faire, puis de faire son travail d'analyse, de prendre le temps de remplir un BMC comme il faut pour vraiment bien identifier son positionnement. Ça, c'est précieux parce qu'après ça, on ne perd pas de temps. Si finalement, on se rend compte que ben, il n'est pas rentable mon projet parce que ma recette a 40 étapes qui ne sont pas automatisables, parce qu'évidemment, mais qu'on rentre, il faut pouvoir, comme je disais tantôt, fournir à la bannière des produits, il faut faire du volume. Puis si ton produit est artisanal puis il n'est pas scalable à cette échelle-là, c'est un défi aussi à venir relever. Donc, c'est tout cet aspect-là qui est analysé. Nous, ça a pris, comme je disais, 1 an de R&D où est-ce qu'on a testé. On a pris la cuisine Mycelium, on a créé une première batch le matin, l'après-midi, on est allé prendre un kiosque dans le grand marché, puis on a fait goûter aux gens. Puis dès le premier jour, on s'est dit, on va voir si ça répond pas bien du tout, ben c'est peut-être pas une bonne idée finalement. Puis dès jour 1, on avait sold out de nos échantillons qu'on n'avait même pas prévu vendre au début. On s'est juste dit, tant qu'à faire, on va essayer de les vendre, puis ça s'est vendu. Puis même principe, le jour 1, la laiterie Charlevoix qui avait une épicerie à côté, le propriétaire était là ce jour-là, puis il est venu goûter, puis il était intéressé à nous distribuer, mais on savait même pas comment ça marche, là. Le mot distribution était encore inconnu dans mon langage à ce moment-là. Fait que, comme je disais, on a eu de la chance, mais pour avoir de la chance, il faut s'exposer. Puis il faut aller parler, puis il faut aller faire essayer, puis se poser des questions plates sur son produit. Est-ce qu'il répond réellement à un besoin? Est-ce qu'il y a réellement une innovation? Puis si on y croit, ben, il faut y croire à fond, puis être le porte-parole, tu sais, si tu as l'air convaincu toi-même, ton produit, les gens vont être convaincus. Parce qu'autant les banques que les partenaires d'affaires, ce qu'ils investissent, c'est pas nécessairement juste le produit, mais c'est l'individu aussi. S'ils voient que toi, tu n'es pas sûr de ton produit, tu n'as pas d'assurance, ça paraît mal. Puis des fois, fake it until you make it, même si c'est pas ton naturel, c'est pas grave, personne ne le sait que c'est pas ton naturel. Fait, juste, vas-y. Mhm. Le pire, c'est que J'aurais tu vas peut-être, avoir un non. C'est pas la fin du monde, au pire. Samuel, je effectivement, vais faire du millage. oui. Je vais faire du millage sur ce que Oulis a dit. Puis il y a deux questions dans le chat que je vois là. Quelqu'un qui a la viande locale, puis il y a des yogourts locaux, là, OK? Il faut juste comprendre aussi ou être sensible au fait qu'il y a des catégories ou des familles de produits où la concurrence est incroyable, puis c'est beaucoup plus difficile. Je pense à ces deux catégories-là. La viande, c'est les producteurs de porc du Québec, la viande du Québec, ce sont des joueurs importants. Puis dans tous les produits carnés, là, d'essayer de percer un supermarché avec un producteur de viande locale, je vous le dis, je ne vais pas vous faire peur, mais ça va être difficile parce que les gros joueurs prennent la place, puis arrivent toujours avec des nouveautés, des nouveaux emballages, emballés sous vide, quoi que ce soit, des nouvelles coupes de viande. Fait que c'est un secteur qui est plus difficile. Je ne dis pas que la section des beurres, c'est plus facile, mais les viandes, c'est très difficile de percer comme producteurs locaux. Même chose pour les yogourts. Il y a des gros joueurs dans cette catégorie-là. Donc, convaincre un supermarché ou un propriétaire de supermarché d'entrer un yogourt local, il va falloir peut-être d'être plus dans les boutiques spécialisées que dans un supermarché, parce qu'à chaque semaine, il y a des yogourts en spécial, différents formats, différentes saveurs. Donc, il n'y a pas une si grande possibilité dans cette famille-là de produits. Fait que de faire le lien, là, il y a des catégories, encore une fois, par exemple, des bâtantes, c'est une catégorie où il y a des joueurs majeurs qui sont là. Fait que quand vous comparez ou vous benchmarkez avec votre concurrence ou évaluez votre concurrence potentielle, c'est extrêmement important. Prenez le temps d'analyser puis de faire plusieurs supermarchés puis de voir un peu quelles sont les opportunités que le client a déjà dans cette catégorie-là. Là, tu sais.
Juste faire une petite parenthèse aussi, on n'a pas parlé du tout de ça, mais de faire attention à toutes les réglementations et toutes les lois qui existent. Nous, on est arrivé en mode, on n'a aucune idée c'est quoi le beurre, les lois là-dedans. Puis une chance qu'on avait Mycelium qui nous a mis en contact avec les bons experts. Puis quand on a découvert que c'était beaucoup plus compliqué de rentrer dans le laitier qu'on pensait, Jesus Christ. Il y avait beaucoup plus de règlements et de lois. On est arrivé hyper naïf, puis on connaissait absolument rien. Finalement, il y a des hoops and loops à non plus finir là-dedans. Fait que c'est bien d'arriver naïf, parce que c'est comme ça qu'on est motivé, puis c'est comme ça qu'on se lance en réalité. Mais il faut quand même après ça se renseigner, comme M. Ferrado disait, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de réglementation. Un yogourt, ça doit être aussi réglementé que du beurre probablement. Fait que de bien faire attention à se renseigner là-dessus, parce que les bannières, à grande échelle, ils vont demander tous les permis et toutes les accréditations et toutes les paperasses nécessaires là-dessus. Il y a des bons accompagnements qui existent au Québec en passant. CDBQ, entre autres, est excellent pour ça. Merci, Luna. C'est là-dessus un peu où est-ce que je voulais m'en aller aussi avant de passer à la prochaine section. Quand on approche des détaillants, on peut être backdoor avec quelques magasins, ça va bien. Est-ce qu'on est mieux d'optimiser un petit réseau ou d'aller plus gros? À quel moment, Luna, on se dit aussi j'ai Hmm. besoin de faire des investissements dans mon produit puis de pouvoir avoir un C'est une bonne approvisionnement question. qui est conséquent en fonction de mes ambitions. Puis je ne sais pas, Jean, on nommera pas de nom aujourd'hui d'entreprises qui n'ont pas réussi, mais souvent ce qu'on entend, c'est, étant donné que la marche est grande, en tête plus locale puis devenir nationale pour être licité, c'est là où souvent les entreprises se frappent un peu à des difficultés. Donc, comment qu'on envisage ça? Oui. Peut-être que la Ben, question est très Luna, précise. je pense que Luna, tu peux répondre parce que tu as ciblé, tu vas avoir une entente avec Métro pour une trentaine de magasins. Donc, ta capacité de Exactement. production va être capable de répondre à ça. Si le matin, il jette, aurait dit 297 magasins, il aura fallu tailler en co-packing, produire la capacité de produire. Je sais plus de ton Oui. expérience. C'est une bonne question, puis il faut vraiment faire attention à ça. C'est la gestion du cash flow et de la croissance. Puis toi-même, tu veux valider que ton produit se vend. Dans le fond, la première année, comme j'ai de R&D, c'était aussi pour voir les data de nos ventes. Combien notre produit, il se vendait? Est-ce que notre prix était bon? Est-ce qu'il y avait de la récurrence de vente? Est-ce que les gens rachetaient? Puis dès qu'on a eu un bon feedback, c'est là où on a décidé de faire un investissement, d'acheter une machine d'automatisation de production à petite échelle et à notre budget. Puis la banque, quand on va aller chercher un prêt pour aller chercher ce genre de c'est le même principe que pour les gros distributeurs. Les trois questions, c'est quoi ton positionnement? C'est quoi ta rentabilité? Est-ce que tu as pris le temps de faire l'analyse de tous tes costs réellement? Les sources, est-ce que tu as des prévisions sur 1 an, 2 ans de tes ventes? Ils veulent vraiment savoir que tu as fait tes devoirs pour avoir tout calculé les imprévus qui sont possibles là-dessus. Et par la suite, nous, quand on a approché justement, une fois qu'on a su qu'on avait de la récurrence, on a Métro qui nous avait contacté à ce moment-là, puis il nous avait demandé justement si on voulait distribuer carrément national dès le début. Non, c'est pas une bonne idée. Parce que déjà, j'ai pas les data encore suffisamment de mes récurrences de vente. Puis l'inventaire à gérer et le cash flow pour aller produire ces petits beaux pots-là, c'est quand même un gros investissement parce que les magasins ne payent pas automatiquement dès qu'ils achètent, évidemment. Il y a un délai, fait qu'il y a une gestion de cash qui doit se faire là-dessus. Donc, quand on a fait l'entente avec Metro, on leur a dit qu'on va y aller vraiment avec la capacité de l'équipement qu'on avait acheté. Fait qu'on avait ciblé un budget qu'on était confortable à investir pour une machine qui est automatisée suffisamment pour, dans notre cas, nous, pour à peu près 30 magasins qu'on est capable de fournir. Puis on est arrivé avec un plan en disant à Metro, regarde, pour le premier 6 mois, on va aller rentrer dans la région Québec et Chaudière-Appalaches, les deux secteurs, mais je veux déjà que tu me donnes accès à la région de Montréal dans 6 mois, parce que je voulais m'assurer que moi, dans les 3 premiers mois, d'avoir mes chiffres de combien de produits ils se vendent, à quelle fréquence la récurrence des ventes est, pour après ça, mon inventaire. Je dois avoir en inventaire cash, que je dois avoir en réserve pour assumer ça. C'est vraiment important d'y aller progressif, de vraiment être prudent là-dessus, parce que des fois, on peut être motivé, ça sort bien, puis on se dit, OK, on va go big or go home. C'est dangereux, c'est un risque, il y en a qui vont le faire. C'est pas ma stratégie. Moi, personnellement, moi, j'aime bien être très analytique, j'aime bien avoir mes chiffres. Puis comme même la banque aime mieux ça. Et même la bannière ne va pas trouver sa plate si tu lui dis je ne vais pas rentrer tout de suite dans tout ton département. Si tu arrives avec un argument en disant non, je veux qu'on ait autant les chiffres nous que vous, que ça se vend bien avant de rentrer bien, pour qu'on puisse avoir un partenariat à long terme, pas juste être une étoile qui disparaît du jour au lendemain. Là. Fait que ils ne voient pas ça d'un point de vue négatif, là, les bannières, quand on arrive avec un speech comme ça. Je ne sais pas si ça a expliqué un peu mon workflow là-dessus. Tout à fait, c'est très bien. Naturellement, chaque expérience est unique. Un beau témoignage. En prenant les risques qui sont calculés. Une machine sans avoir les chiffres comme nous, on n'a pas encore nos ventes pour le nouveau format et tout, mais on a fait un leap of faith réfléchi que selon nos feedbacks,
ça va prendre. À un moment donné, il faut se lancer quand même, il y a un risque, mais tant qu'on calcule bien, puis que si la banque te suit, c'est bon signe déjà. Si les magasins te suivent, c'est bon signe déjà, mais il faut y aller prudemment quand même. Exact. On a Ariane qui complète pour dire, messieurs, la validation, c'est la clé. Même pas votre produit, fait que connaître tous les consommateurs. Ça dépend que tout soit parfait, c'est un peu ça que tu as fait. Ça veut que ton produit était bon. C'est ça. Et, puis, modéré. Donc, ça me donne un coup de pouce pour la suite. Avant de poursuivre à la prochaine section, on a Adam qui nous pose une question, peut-être pour Lounès, ou pour Jean aussi, par rapport au modèle d'affaires. Donc, tu parlais de BMC tantôt. Ça peut remplacer un peu un plan d'affaires traditionnel. Surtout quand tu vas présenter un commerçant. C'est une très bonne question. Puis il y a 2 semaines, j'aurais dit oui, mais je me suis fait corriger dernièrement par un entrepreneur qui est dans les centaines de millions, puis on se fait coacher pour d'autres entreprises par ces gars-là. Puis non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'un plan d'affaires. Un plan d'affaires est beaucoup plus dans les chiffres. C'est vraiment plus de l'analyse des coûts, de tes prévisions de vente et tout, alors qu'un BMC, c'est plus un Eagle Eye View de ton entreprise, de ton positionnement. C'est vraiment un premier pas important qui se au début, soit en cours pour analyser les deux sont importants pour différentes raisons, puis les deux doivent être faits nécessairement. Puis encore une fois, si vous n'êtes pas habitué, prenez des experts, il y a des gens qui sont bons là-dedans. Comme je dis, ça fait 10 ans que je suis en affaires avec ma clinique et mon laboratoire. Puis le laboratoire, on vient d'engager un expert pour justement littéralement refaire tout ça avec eux, puis aller vraiment comme se re-questionner sur des fondamentales. Puis on n'a jamais, jamais trop d'expérience, il n'y a jamais de mauvaises questions. Faut apprendre, on continue là-dessus. Il y a un bon livre que moi j'aime beaucoup, il s'appelle Lean Startup. C'est pas dans l'alimentaire, mais ça s'applique dans beaucoup de choses. Ça parle vraiment de l'importance de parler du parfait possible, mais de pas essayer de tester, de faire des iterative design. Fait que chaque tu le testes, puis tu l'ajustes par rapport à ton feedback du marché. Je le recommande fortement de le lire, donc ça a été une bible pour moi ça. Merci, Ernest. D'ailleurs, j'ai mis dans ma liste de lecture ta recommandation. Vas-y, Jean, excuse-moi. Puis même le plan d'affaires, c'est pas ça que vous présentez un propriétaire acheteur potentiel. Là. Dans le fond, c'est votre stratégie de commercialisation du produit. C'est un autre document que vous présentez. Votre canevas de présentation au propriétaire, ça n'a rien à voir avec le plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est pour vous, votre créancier ou vos partenaires financiers. Fait que dans le fond, le plan de stratégie de déploiement de votre produit, de vos produits que vous avez présenté à un propriétaire, ben, c'est différent. Là. Puis dans le cas de Luna, ce qu'il a fait, c'est oui, ça prend du temps. Hein? J'ai dit tantôt, il faut être patient, il faut être résilient. Mais il fait en sorte que moi, comme détaillant, je connais Lunas, j'ai vu le potentiel du produit. J'attends juste qu'ils me disent, mon produit, mon nouveau packaging est prêt pour dire, écoute, je passe une commande. Fait qu'il a créé la demande auprès du détaillant. Fait que après ça, justement convaincu que, ou ceux qui vont être prêts, je vais mettre en tablette, on va prévoir des dégustations, on va faire les choses sur les réseaux sociaux. Fait que il a suscité, il a comme créé un peu sa demande parce qu'encore une fois, il n'y a pas de concurrence. Fait que je veux dire, il ne se bat pas contre des joueurs. Tu sais, le beurre, c'est traditionnel comme produit. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est un produit innovant dans le sens qu'on le prépare ou on le présente de façon différente. Fait qu'il a réussi à susciter la demande avec un produit de base, excusez, qui est le beurre. Fait que ça, c'est intéressant. Mais ne présentez pas votre plan d'affaires à un détaillant. C'est pas la. C'est bien. On a un expert pour ça, justement, pour se faire aider à c'est quoi les spéciaux, comment ça marche les spéciaux, quand est-ce qu'on. Il y a des expériences qui existent pour juste comme ça. Il faut pas au Québec, on est chanceux, il y a quand même beaucoup de programmes qui existent pour accompagner les entrepreneurs dans tout ça. Puis il y a des subventions et la plupart des factures sont, comment dire, on peut aller chercher de l'aide là-dessus. Là. Mais ça vaut la peine. Surtout un plan de commercialisation et un plan de promotion. Là. Les magasins aiment ça beaucoup, beaucoup. Merci, messieurs. D'ailleurs, si on a des gens du MAPAC qui nous écoutent, on vous remercie. Il faut le dire quand ça va bien aussi. Donc, effectivement, on a plein de programmes disponibles au Québec. On a répondu à la prochaine catégorie, mais si je peux vous entendre rapidement, malgré tout, retour d'expérience, collaboration des différents acteurs. Ce qui peut être intéressant, on parle du CRM un peu depuis tantôt, puis c'est très, 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 très intéressant. Ils sont au grand marché. Ils accompagnent des entreprises comme Lunes, mais c'est pas partout au Québec non plus. Comment on s'entoure? Puis c'est une question un peu plus large. Puis sinon, Lunes, on en avait parlé un petit peu par rapport au branding.
Oui. On est une start-up, on doit gérer un produit, on veut grossir, faut gérer les finances, après ça, il faut faire le marketing, c'est compliqué. Comment vous êtes allé avec la théorie un peu des petits pas, même si là, on a un aperçu de votre futur branding? Dans le fond, c'est vraiment les petits pas, c'est drôle parce que ma femme et moi, on s'était assis quand on avait eu l'idée des beurrés, puis on cherchait des noms, puis nos enfants étaient arrivés, genre, tu sais, la face beurrée de crème glacée, puis on a dit, c'est quoi, on va appeler les beurrés. On l'a fait comme une joke. Finalement, on a fait, ben, non, ça a l'air bien, puis on n'a pas trop réfléchi plus loin que ça. On a dit, OK, on y va avec ça, puis on a fait un petit logo de base sur Canva, bien ordinaire, puis ça a été le premier logo qu'on a slappé sur l'emballage. On s'est pas trop posé de questions, parce que comme je disais, on voulait rapidement tester notre produit. Puis il ne faut pas trop analysis paralysis. Si tu commences à trop te questionner sur un détail, puis c'est un détail, c'est pas une bonne idée. Fait que, trouve un nom initial, trouve voilà, une identité intéressante initiale. On a des beaux outils en ligne. Canva, les AI maintenant sont super puissants pour t'aider là-dedans. Une fois que tu as fait ton premier branding, teste-le. Puis nous, après ça, ce qu'on a fait, c'est que Mycelium nous avait mis en contact avec des jeunes étudiants en design dans un cégep. Puis une des jeunes filles a littéralement refait notre logo, les beurrés, ici, là. Puis on a tellement aimé ça que même quand on est rendu maintenant à engager une vraie grosse firme, il faut faire le bien plus réfléchi, ben, ils n'ont pas eu à refaire le logo, ils ont juste pu faire le sleeve et tout ce qui allait avec ça. Ça coûte cher, des grosses firmes. Puis ayant fait l'expérience avec 3 entreprises différentes, avec des grosses boîtes, faut toujours arriver avec au moins une idée claire de ce qu'on a en tête, de ce qu'on aimerait. Parce que si on leur pitch quelque chose trop large, ça peut aller très vite dans les dépenses, puis parfois dans la mauvaise direction. Fait que c'est bien de prendre le temps d'en faire un soi-même, amis qu'on connaît peut nous faire un prêt intéressant. Après ça, engager des petits joueurs, des jeunes artistes, des gens super bons qui sont pas chers en plus. Si on va plus loin, on a vraiment intéressant, puis on veut se démarquer au niveau du packaging. C'était ça son edge, un super packaging, un super brand intéressant. C'est une espresso, ils n'ont pas réinventé le café, c'est juste un bel emballage et une belle histoire de produit. Ben là, tu engages la firme pour aller te créer quelque chose de plus high-end. Il y en a 2, 3 au Québec, là, des très gros joueurs. Il y a Voulu, puis un autre, mais le nom me sort là-dessus. Merci, Lounès. Jean, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant qu'on poursuive avec notre dernière section. Non, non, je suis à l'aise avec ce qu'il a dit, ça me convient. Parfait, parfait. La présence à tablette, comment la rendre payante? La question qui tue, vous avez fait tellement d'efforts pendant des mois, des années pour être en tablette, finalement, le produit ne se vend pas. Une question qui est ouverte aux deux, comment on optimise les ventes? Comment on rend la relation pérenne? Est-ce qu'on fait affaire avec un broker, pardonnez-moi l'anglicisme, est-ce qu'on fait affaire, est-ce que moi je m'en vais sur le terrain? Comment je fais ma mise en marché? Bref, parce qu'une fois que le produit est en magasin, on sait qu'on a beaucoup d'informations dans nos magasins. J'en parle de 25 000, 30 000 produits dans un magasin. Donc, comment on se démarque? Puis comment on fait du repeat business, encore une fois? Pardonnez-moi mon anglais ce matin. En fait, l'évolution de la business va faire en sorte que vous allez devoir, tôt ou tard, si vous ne le faites pas vous-même, fabriquer le produit avec un co-packer, donc un partenaire qui va le faire pour vous, ou une entreprise qui va le faire pour vous. Puis plus vous allez prendre de volume ou de nouveaux clients, vous ne serez pas en mesure de faire la livraison vous-même, de devoir vous associer à un distributeur. Il y a différents distributeurs. Il y en a qui font des distributions de produits plus localement, plutôt que provincialement. C'est pas l'endroit pour faire la mais des distributeurs au Québec. Donc, c'est un distributeur qui va distribuer vos produits parce qu'il va déjà dans les supermarchés. Il ne fait pas un voyage spécial parce qu'il va déjà dans le supermarché pour livrer du fromage, de la charcuterie ou des produits importés. Fait que donc, de s'associer à un distributeur, ça va être important. Dans certains cas aussi, d'avoir un courtier qui vous représente. Le courtier va aller en magasin, s'assurer que vos produits sont améliorés, que des produits en quantité suffisante. Donc, payer des frais de courtage, payer des frais de distribution. Éventuellement, le volume va être là. Puis, si vous voulez élargir votre rayon de distribution, vous dites, ben écoute, moi, je suis dans la région immédiate de Québec, je vais de cette centre de Beaupré à Sainte-Catherine, je fais ma livraison moi-même, j'achète un petit camion, puis je fais ma livraison moi-même, c'est beau, mais ça va faire un temps, vous allez vouloir du volume. Fait que c'est la poule et l'œuf. Quand vous allez avoir assez de volume, ça va vous prendre un distributeur. Quand vous avez assez de volume, ça va prendre un courtier parce que vous ne pourrez pas vérifier la présence de votre produit à Gaspé, à Chicoutimi, puis à donc, ça va prendre un partenaire pour le faire. Mais votre travail à vous, c'est de devoir faire du maintenir le relationnel avec les clients acheteurs. S'assurer que les clients acheteurs, les marchands, sont heureux, sont contents du produit, puis est-ce qu'il est bien placé. Parce qu'évidemment, le positionnement dans le magasin, c'est essentiel. Où va être positionné, ça va être un gage de succès ou d'échec. Et dans la section d'échec aussi, en bas, qui est high level, les questions sont plus
que c'est à un niveau qui est acceptable. Moi, je dis souvent à mes partenaires, à mes accompagnés, assurez-vous d'être à 2 dans la famille de produits, puis ailleurs dans le magasin, en mise en marché croisée. Tu sais, je m'explique. Moi, Younes, du beurre aromatisé, il va être dans la section du beurre à côté du beurre traditionnel, c'est sûr et certain. Mais si je peux le mettre à côté de la viande, parce que c'est un produit qui peut être sur une viande fraîche ou sur un poisson, ou même à la rigueur avec la section des baguettes dans la boulangerie, bien, on frappe le client, un consommateur 2 fois. Pour faire ça, dans son cas, à lui, c'est un produit réfrigéré, c'est un peu plus difficile, mais c'est un produit sec, on peut faire un étalage, un bin display. Donc, essayez le plus possible de convaincre le marchand de pouvoir être capable que le client puisse rencontrer le produit, on va dire ça comme ça, à 2 reprises dans le magasin. Dans la section régulière et en mise en marché croisée, des produits qui sont connexes à votre produit pour faire la seule. Il y a le saumon, on fait l'étalage, à côté dans le comptoir réfrigéré, d'avoir un beurre aromatisé, pourquoi pas, c'est un complément. On rend la tâche facile au consommateur, puis plus facile de faire des liens pour lui ou pour elle d'acheter le produit. Donc, en tablette, oui, mais à l'extérieur de tablette, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre pour pouvoir mieux vous positionner. Exact. 100% d'accord avec M. Falardeau là-dessus. Tu vois, nous, une des choses qu'on avait fait justement pour que les gens connaissent le produit chez Métro, Famille Domingue à la rive sud de Montréal, on avait il y avait le, comment ça s'appelle déjà? Dernièrement, c'est Pâques. Merci, pardon. Mon cerveau a bugué. Il y avait Pâques, il y avait les poissons, évidemment, qui étaient très populaires ce jour-là. Puis on est arrivé avec nos capsules qui n'étaient pas encore prêtes, là, mais on avait une version prototype. Puis on les a données à eux pour qu'ils les mettent dans les pochettes de saumon. Fait comme ça, quand les gens achetaient un saumon, ils venaient avec la capsule. Puis c'est une façon de faire du marketing. Puis en même temps, à côté, on avait notre kiosque pour les faire goûter aux gens sur des grilled cheese. Parce que comme ça, c'était intéressant. Puis ça avait vraiment aidé à créer un petit engouement. Puis encore une fois, faire des médias sociaux, ces événements-là, c'est pas seulement pour faire goûter, mais c'est aussi pour générer du contenu. Tu prends plein de photos, tu prends plein de vidéos, tu filmes des gens en train de goûter. C'est gratuit, c'est le fun. Tu dis aux gens, hey, ça te tente-tu qu'on filme? Il faut avoir l'autorisation des gens pour faire ça. Puis c'est du contenu qu'on peut réutiliser et publier. Puis pour faire du repeat, il faut que les gens, évidemment, ils trouvent le produit bon. Il faut que le prix soit intéressant pour qu'ils le rachètent. Mais il faut aussi que le produit se fasse connaître par de la répétition de marketing là-dessus. Merci, messieurs. J'aurais peut-être une petite question d'Adam pour conclure, puis après ça, une question rapide pour conclure notre beau webinaire, à moins qu'on ait d'autres questions de participants. Moi, j'ai un peu plus de temps, si jamais c'est nécessaire. Donc, on a Adam qui vous remercie. Effectivement, c'est très intéressant. Je me demande, puis je trouve que ça peut être intéressant avec ton expérience, Lunas, par rapport au Centre de développement bioalimentaire du Québec. Oui. Il se demande à quel moment on achète une machine ou on s'en va en sous-traitance. C'est quoi le C'est facteur déterminant pour toi pour ça? c'est une très bonne question. Puis dans notre cas, nous, c'est qu'il y avait personne qui faisait ce qu'on fait. Puis il y avait personne avec qui on pouvait sous-traiter pour le faire pour nous. Donc, on était un peu obligé de faire ce plus gros leap of faith que la moyenne. C'est une question aussi de choix au niveau de à quel niveau tu es prêt à mettre du temps. Si toi, tu es à l'aise de faire la transformation toi-même, tu as déjà des locaux ou tu as l'expertise pour le faire toi-même, ben, peut-être intéressant de garder le contrôle, puis déléguer à ce moment-là tout ce qui est marketing, branding, tout ce qui est communication à un tiers. Ou si c'est le contraire, tu n'es pas bon à la production, tu trouves un copacker qui va te faire la production, fait que tu perds des marges évidemment de profit en conséquence, mais tu n'as pas géré la production. Toi, ta force à ce moment-là va être d'aller faire de la vente, rencontrer les gens, faire des contacts, faire des salons. Tu deviens ta force de vente en quelque sorte là-dessus. Fait que les deux chemins se font. Si tu es capable d'avoir un sous-traitant qui te fait un prix intéressant, c'est intéressant. Le seul inquiétude à garder en tête quand on est en co-packing, puis j'ai des collègues, hélas, là-dedans avoir des défis, c'est que le contrôle de la qualité, la fiabilité de produire à la demande, puis le contrat dure combien de temps, puis est-ce qu'il va te kick out après 6 mois, puis tu es pris à devoir changer d'usine après 6 mois parce que finalement, il a trouvé un autre client plus rentable que toi à faire rentrer. Fait que c'est un des dangers qu'il y a là-dessus. Pourquoi on a pris c'est que ça nous permettait d'avoir un endroit avec des experts pour nous accompagner dans notre apprentissage, vu que c'est une usine qui a été accréditée usine laitière, fait que ça nous permettait de pouvoir avoir des gens qui s'y connaissent puis nous former là-dedans. Puis l'acquisition de la machine est installée sur place. On a un employé qui est à nous qu'on met là-bas pour travailler et on a un frais de loyer qui est plus raisonnable aussi en conséquence. C'était plus lean comme approche, moins d'investissement heavy. On perdait évidemment
de la rentabilité par unité au début, mais le libre d'investissement était moins élevé. Fait que c'était plus intéressant, même si on sait volontairement que ça va nous prendre plus, ça mange plus de marge. Mais une fois qu'on aura nos chiffres, là, ça va justifier à la banque de nous donner de l'argent pour faire potentiellement notre usine à nous d'ici à un an. Si on voit que parfait, on a des datas qui montrent qu'on a la vente, de la récurrence. Si tu me prêtes la banque, je vais pouvoir avoir une marge plus élevée. Puis sachant que j'ai du data de repeat, ben c'est pas un risque pour la banque rendu là, c'est juste une formalité. Moi, j'aime bien arriver à la banque en leur présentant un dossier tellement béton que je leur dis, c'est une formalité, juste donne-moi mon prêt, je suis rendu à aller produire, let's go, on déniaise. J'aime bien créer un petit sentiment de genre, j'ai pas besoin de toi à ce point-là, c'est juste un détail parce que je suis en processus voilà, de croissance, puis les chiffres sont bétons assez pour pouvoir aller de l'avant. Les banques aiment ça, voir que la personne a une bonne assurance sur son projet, là. Je vous remercie pour ces super beaux échanges vraiment pertinents. Si nos panélistes sont disponibles par la suite, on pourrait rester à caméra ouverte pour les prochaines questions. Un gros merci pour votre participation à ce webinaire. L'enregistrement sera disponible dès aujourd'hui sur le site du rtcbq.com afin de nous aider à demeurer pertinents avec le contenu proposé dans cette série de webinaires. Je vous remercie à l'avance de compléter le formulaire d'évaluation qui est acheminé à l'instant dans la conversation. Et ne manquez pas notre prochain webinaire le 26 mai prochain en collaboration avec la table ronde. Faites partie du menu Vos produits dans les restaurants d'ici. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une super belle journée. Merci à tous. Merci. Merci tout le monde. Merci à tous.